Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce 22h. Dans un instant, le sommaire. Depuis le passage du Fonds monétaire international pour la 3e revue, le débat ne faiblit pas autour de la destination des 90 millions de dollars représentant la valeur de l'acquisition par la société Orange Guinée de la 4G. La RPT n'est pas une régie de recettes. Pourtant, l'argent déjà payé, soit 50%, est encore dans ses caisses. La démarche inquiète les acteurs de la société civile. Le secrétariat général à la présidence chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue, le crime organisé et l'Office de répression des délits économiques et financiers ont annoncé le démantèlement d'une unité industrielle clandestine située à Kwalaya dans la commune de Matam. La presse a été invitée à l'opération. Le propriétaire des lieux nie les accusations. Vincent Lambert, un patient en état végétatif depuis plus de 10 ans en France, devenu le symbole du débat passionnel en France sur l'acharnement thérapeutique. Selon un ancien camarade de promotion, Vincent Lambert avait exprimé le souhait de ne pas continuer à vivre dans une telle situation. Affaire vente de la 4G à Orange Guinée, de nouvelles déclarations du ministère des Finances qui sèment le doute plus qu'elles n'éclairent. Une partie des 90 millions de dollars transite sur le compte de l'autorité de régulation des postes selon Mamadi Camara. Et pourtant, la RPT n'est pas une régie de recettes. Son rôle, c'est plutôt de suivre l'application de la réglementation en matière de télécom. C'est ce qu'indiquent en tout cas des économistes, une explication qui confirme le doute des politiques, mais aussi des acteurs de la société civile. Alcine Barry, Ibrahima Souri Kamara ont tenté de glaner plus d'informations sur cette affaire. D'abord, c'est le FMI qui laisse planer le doute sur la vente de la 4G à Orange Guinée. Ensuite, le site Guinée News qui enfonce le clou avec des révélations troublantes. Devant de multiples interrogations et de suspicions sur la trace des 90 millions de dollars, le ministère des Finances brise le silence en arguant qu'une partie de la somme se trouve sur un compte transit de l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Aux économistes de réagir. Ça laisse dubitatif, parce que le Trésor a son compte. Pourquoi passer par le compte de la RPT? Pourquoi pas directement au compte du Trésor? Il me semble que la RPT n'est pas une régie financière, c'est juste un établissement qui a besoin de recettes pour faire face à ses obligations de service public. Avant de renchérir que la mission de la RPT et de suivre l'application de la réglementation en matière de télécommunications, entre autres. Aujourd'hui, la Guinée pourrait en pâtir. Ça risque d'entamer la confiance entre la Guinée et les bailleurs de fonds. C'est la première conséquence. Deuxième conséquence, est-ce que la RPT a déjà utilisé l'argent? Si la RPT a déjà utilisé l'argent, ça peut aller jusqu'à la rupture du programme de facilité élargie de crédit qu'on a avec le Fonds monétaire. Pour ce membre du bureau politique du PEDN, ce scandale, si l'on peut l'appeler ainsi, lève le voile sur la mauvaise gouvernance dans ce secteur. Il y a un risque sérieux qu'on se retrouve encore dans une situation de PPTE. C'est-à-dire qu'il y a un risque sérieux d'insoutenabilité de la dette. Ça figure déjà sur beaucoup de langages, n'est-ce pas, au niveau du FMI, au niveau de beaucoup de partenaires qui appuient la Guinée, au niveau même du ministère des Finances. Certaines personnes bien averties en sont conscientes qu'il y a un risque très élevé d'insoutenabilité de la dette. Et dès qu'on se retrouvera dans une situation d'insoutenabilité de la dette, on va encore replonger dans un nouveau cycle de PPTE. Il préconise des pistes de solutions. Il faut assainir le cadre juridique qui définit les règles, n'est-ce pas, de la gestion de nos finances publiques. Il faut donc faire en sorte que ces règles-là soient appliquées par tous les acteurs qui sont dans la chaîne de l'engagement, n'est-ce pas, de la liquidation d'ailleurs, de l'ordonnancement, la liquidation, l'engagement jusqu'au niveau du paiement. Et il faut que le contrôle dans la gestion des finances publiques soit une réalité. La Guinée est en partenariat avec le Fonds monétaire international. Sa gestion est suivie de près par l'institution qui, comme d'habitude, livre ses appréciations.
C'est un débat qui prend de l'ampleur et suscite de la passion au sein des états-majors des partis politiques et de la société civile. Le débat sur l'éventualité de l'adoption d'une nouvelle constitution en Guinée divise l'opinion et pour en savoir davantage, nous avons tendu le micro à des spécialistes pour répondre à cette question. L'adoption d'une nouvelle constitution est-elle possible aujourd'hui? Demba Diaby, juriste et spécialiste des questions constitutionnelles, et Ibrahima Sori Makanera, juriste et chargé de cours de droit en France, se prononcent sur le sujet. Antoine Kourouma les a interrogés. Le président Alpha Condé a-t-il la possibilité de proposer une nouvelle constitution au peuple de Guinée? Sur la question, les avis de ces deux juristes sont différents. Pour Bemba Diaby, le président de la République en a bien le droit. En vérité, il n'apparaît pas dans notre constitution les conditions relatives à la procédure d'adoption de la constitution, aux conditions qui doivent être remplies pour adopter ou pour proposer une nouvelle constitution. L'article 84 dispose que l'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux députés. Ça veut dire concrètement que le président de la République constitutionnellement est habilité à proposer au peuple de Guinée une nouvelle constitution. Pour cet enseignant-chercheur, il n'y a aucune condition à remplir, encore moins une période précise à laquelle on peut procéder à l'adoption d'une nouvelle constitution. La constitution en vigueur ne peut pas donner d'indication par rapport aux conditions à remplir pour son remplacement. Le président de la République ne peut pas modifier la constitution. Il peut déclencher la procédure de modification de la constitution. Cet avis n'est pas partagé par Ibrahima Sori Makanera, un autre juriste vivant en France. Pour lui, il n'y a aucune possibilité pour l'actuel président de faire adopter une nouvelle constitution. Il n'y a aucune possibilité au président de la République de Guinée. Il n'a que deux voies référendaires. Première voie, référendum législatif. Son nom l'indique, il porte sur des projets de loi. Il y a référendum constituant. L'article 152 dit clairement que le président peut prendre l'initiative d'une révision constitutionnelle. Le juriste Makanera pense que l'article 84, dont il est question, n'a rien à voir avec l'adoption d'une nouvelle constitution. Il s'agirait plutôt de l'adoption des lois ordinaires. L'exécutif, président de la République, et l'exécutif peuvent déposer des projets de loi en vue d'être votés. Les députés, propositions de loi. Mais on parle de loi ordinaire. Alors les juristes guinéens qui mélangent, qui ne savent pas, ou en tout cas qui font semblant de ne pas faire la différence entre une constitution et la loi dans un pays, je me demande comment ils vont m'expliquer où se trouve dans ces conditions la hiérarchie des normes. Les avis restent divergents sur ce sujet, chacun fondant son argumentaire sur la constitution en vigueur. Pendant ce temps, les pros et les anti-troisième mandat continuent de se défier sur le terrain sous le regard peu innocent du principal concerné, Alpha Condé. Les chantiers de construction des voiries urbaines du Fouta lancés par le président Alpha Condé en décembre 2018 avancent comme prévu dans le cahier contractuel. À Pita déjà, 2 km ont été bitumés après la mission des travaux publics à visiter le chantier de reconstruction du pont de Bargou sur la route Labé-Mali-Yembérin, Mamadou Kalisso, à Boukouré-Kourouma. À Pita, sur les 13 km, 2 sont déjà bitumés. À Dalaba, 4 km ont été imprégnés et seront revêtus dans les prochains jours. À Labé, 2 km et demi ont reçu l'avant-dernière couche. Simultanément, les caniveaux et les cunettes, ainsi que les ponts et dallos sont en construction. Pour le moment, les chantiers du Fouta progressent de façon significative. Tout ce que nous faisons, c'est pour le développement de la Guinée et le président de la République s'est inscrit dans cette dynamique. Sa vision, c'est de donner des infrastructures dignes de ce nom à la Guinée et que toutes les régions puissent bénéficier de sa politique. Sur le tronçon Labé-Mali-Yembérin, la reconstruction du pont d'Embagou, qui a cédé l'année dernière, est en cours. Une déviation est réalisée pour maintenir le trafic. Le nouveau pont aura une longueur de 16 mètres. Ça ferait à 2 travées
avec une seule pile centrale et la hauteur du fond jusqu'au niveau du tablier serait de 3,80 m. Le délai d'exécution des travaux est de 2 mois. L'entreprise est consciente de l'importance de l'ouvrage. Nous n'avons pas le choix. Si ce n'est pas fait en 2 mois, il n'y aura pas de route. Donc, ce n'est pas à négocier. Prions pour que les 2 mois se tiennent. Les bénéficiaires de ce pont se sont massivement mobilisés pour accueillir la délégation des TP et traduire leur satisfaction. Les citoyens et citoyennes de Mali sont dépassés de joie. Ça dépasse de commentaires, puisque nous avons fait passer sur les réseaux sociaux, puisque nous avions des inquiétudes si le mois de juillet-août nous trouvait dans cet état. Yemberen serait, ou la préfecture de Mali serait coupée du reste de la Guinée. Avant de quitter les lieux, Moustapha Naïté a promis que la route Labé Mali-Yemberen sera entretenue en attendant son bitumage. Je vous l'annonçais dans les titres, découverte d'une unité industrielle clandestine à Koléa par les services de lutte contre la drogue et de la criminalité et l'Office de répression des délits économiques et financiers. Ces derniers y ont trouvé des produits cosmétiques, alimentaires et détergents contrefaits. Le propriétaire des lieux, un Libanais, a été arrêté. Il ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. Djibril Ba, Lamine Silla, reportage. C'est une descente musculée effectuée dans cette unité industrielle par les hommes de Tiegoro. Ici, l'on découvre des échantillons de produits cosmétiques fabriqués dans des conditions peu acceptables. Ces substances sont destinées à la fabrication d'huile pour les femmes. Tout se fait loin des regards indiscrets, selon les services de sécurité. Et depuis combien d'années il s'enrichit illicitement sur le dos des Guinéens et de l'État? C'est pourquoi quand les gens rentrent ici, il faut être vigilant. Les gens rentrent 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, ils sont multimilliardaires. Ce monsieur est venu ici, il est seul. La famille se trouve à Dakar. Il est venu juste pour s'enrichir, envoyer l'argent à Dakar. Et il n'utilise que près de moins de 10 personnes. Ils sont au nombre de 6. On appelle les travailleurs hier. L'enregistrement est là. Et vous voyez, toutes ces pattes que vous voyez là, c'est les mêmes pattes. C'est une question de coloration seulement qui diffère. Allez faire l'analyse. Il ne peut pas me dire le contraire. Plus de 100 échantillons ont été découverts. Aucune certification sur les emballages. Les conditions de fabrique laissent à désirer, dénonce ce commissaire de police. Et dès que nous sommes arrivés, nous avons été ahuris de constater que une entreprise qui se dit société anonyme Sofal Guinée sur les papiers soit logée dans un débris comme ça, dans un local comme ça, et fabriquer les produits cosmétiques, alimentaires et les détergents sur les mêmes lieux. Le suspect croit dur comme le fer à ces marques de fabrique et considère cette irruption de la sécurité comme une intimidation. Ils sont certifiés par le contrôle et analyse qui nous donne l'autorisation de la mise en marché. Et il n'y a pas un seul produit qui est sorti ici qui n'a pas fait l'objet d'une mise de consommation sur le marché. Il n'y en a pas. L'inspection du ministère de l'Industrie, informée de cette découverte, a refusé de se prêter à nos questions. En off, Mamadi Ndioubate a semblé ne pas digérer cette façon d'agir du colonel Tiegoro. La capitale Conakry dispose-t-elle d'un schéma directeur conforme à la réalité actuelle? La réponse est non, car la capitale accueille chaque jour des nouveaux venus, les véhicules deviennent de plus en plus nombreux et tout, sinon presque tout, se construit au hasard, donnant l'image d'une ville mal urbanisée. Mamadou Saliouba, Ibrahima Sori Kamara. Partout dans le monde, les villes s'agrandissent et suivent un schéma directeur, une sorte de plan qui leur permet de prospérer en toute sécurité. Celui de Conakry est tracé dans les années 80. Il comprend la route Le Prince, l'autoroute Fidel Castro, les corniches et les transversales. Ce schéma directeur obéissait à une condition urbaine moins dense. Aujourd'hui, la réalité a changé, la démographie et le nombre de véhicules explosent. Le schéma ne tient plus. Le problème de ce schéma directeur, ce n'est pas en réalité le fait qu'il soit actualisé ou pas, ou c'est sa pertinence à l'heure actuelle. En fait, il est aménagé selon 3 axes sur lesquels il y a des transversales. La philosophie, c'était qu'on fallait relier toutes ces transversales-là et puis créer, aménager à l'intérieur. Aujourd'hui, il se trouve que ces axes-là sont conjectionnés. Et il ne suffit pas de gérer ces transversales-là, il s'agit d'ouvrir désormais de nouvelles voies pour pouvoir
étaler complètement en réalité la ville. Aujourd'hui, le gouvernement table sur un nouveau schéma directeur. Et avec le centre directionnel de Koloma, c'est une ville futuriste qui se dessine. Mais pour laisser respirer la capitale, il va falloir aller plus loin. Il y a beaucoup plus de véhicules. Les gens sont en train de construire, ils ont dévancé l'État. On a besoin de plus de terrain. Donc il faudrait jamais l'adapter et le pouvoir, ou l'adapter en tout cas, ouvrir dedans de nouvelles dynamiques qui permettent de relier les trois pôles aujourd'hui qui sont là, créer une sorte de co-urbanisation entre Koya, Dubreka et Conakry, relier tout ça en un, mais en organisant une fluidité de l'espace. Donc il faudrait qu'on réduise la quantité d'automobiles individuels ou de petits taxis pour organiser un transport en commun plus général. Aujourd'hui, le plus important aussi, et c'est une problématique actuelle de toutes les villes, les contournantes à grande vitesse. Il nous faut créer des possibilités de s'extirper de cette ville, par exemple, en moins de 30 minutes. Penser en termes de temps, plutôt qu'en termes de distance. Mais pour organiser une ville, il faut d'abord organiser les quartiers qui la composent à travers un instrument d'urbanisme qui détermine au préalable les espaces réservés pour le loisir, le commerce, la circulation et autres. Malheureusement, dans le pays, aucun quartier n'obéit à cet instrument d'urbanisme. Ce n'est qu'à travers ces instruments qu'on peut mettre de l'ordre, organiser, encadrer et, si vous voulez, circonscrire le phénomène de l'urbanisation dans les quartiers. Sans ces plans, on ne peut pas le faire. Et malheureusement, en Guinée, aujourd'hui, il n'y a aucun instrument d'urbanisme, que ce soit à l'échelle nationale et à l'échelle régionale, à l'échelle des villes, jusqu'à l'échelle locale, aucun instrument d'urbanisme n'existe. Résultat, tout s'est construit au hasard et les conséquences sont souvent catastrophiques. Chez nous ici, vous avez vu que les caniveaux sont à ciel ouvert. Ça ne se fait pas dans les villes. On ne peut pas construire des caniveaux et ne pas les couvrir. C'est à ciel ouvert. C'est dangereux. Et vu que les quartiers ne sont pas dotés de dépotoirs d'ordures, alors les populations, la facilité, c'est de jeter carrément les ordures dans les caniveaux. Ça bouche les caniveaux. Et vu que la quantité d'eau qui ruisselle est importante et abondante, et les caniveaux sont bouchés, automatiquement vous avez de l'inondation. Donc il n'y a pas de solution. Les drames, ça survient. La solution reste donc la mise à jour des instruments d'urbanisme et le recyclage des matières plastiques. Mais pour l'instant, il n'y a pas de choix. Dans certains quartiers, il faut risquer. À présent, rendons-nous à Pita pour examiner de plus près le ravage de plusieurs dizaines d'habitations causées par une tornade. Les victimes, pour la plupart, sont sans abri et tentent du mieux qu'ils peuvent pour reconstruire, sinon refaire les toitures. Mamadou Sayo Baldé commente les images de la RTG. 130 habitations touchées, c'est en partie le bilan laissé par la tornade qui a frappé plusieurs villages de la sous-préfecture de Ninguélandé, préfecture de Pita. Lauratou Diallo, une des victimes, a échappé de justesse. À peine sortie de son traumatisme, elle doit se remettre sur pied pour s'offrir un abri de fortune. Mon enfant et moi avons échappé de justesse. Ma maison est complètement détruite. Je suis sans abri. S'il y a la pluie, je passe la nuit chez mes voisins. Je demande l'aide pour avoir une maison digne. Les victimes se comptent par dizaines, alors chacun se bat de son côté avec les moyens de bord. Les quelques rares murs qui ont résisté au vent violent sont en train d'être recouverts. Le vent a emporté les toitures et les précipitations se sont chargées de mouiller les provisions. Ces jours-là, à 18h, le vent a commencé à souffler. On était dans les chambres quand le vent a décoiffé la maison. Nous sommes aussitôt sortis pour chercher un abri et on a tout laissé dedans. Nos denrées et autres stocks trempés dans l'eau. Du haut de ses 90 ans, Boubacar Diallo peut bien être un bon consultant pour le service météo. Près d'un siècle de vie, il ne se souvient pas avoir vécu une tornade aussi violente dans la zone. On avait l'habitude d'enregistrer de vent, mais cette fois, c'est le plus violent et du jamais vu. J'ai vu des tôles et même des ustensiles de cuisine voler comme des feuilles. Je suis dépassé par cet événement malheureux. Les habitations détruites, près de 200 arbres fruitiers déterrés, c'est peu dire, avec le début des grandes pluies, que les citoyens de la sous-préfecture de Ninguélandé méritent de l'aide.
Le groupe Sonoko a lancé officiellement ce mercredi les activités de sa filiale Agrofood Industrie Guinée. Cette filiale a désormais l'exclusivité de commercialiser les produits du groupe Nestlé et à la longue les produire localement en Guinée. C'est le ministre du Commerce qui a présidé cette cérémonie au siège du dit groupe à Sonfonia. Malik Sengana Kamara signe ce publi-reportage. Créée en 1992, la société nouvelle du commerce, le groupe Sonoko, œuvre dans le secteur commercial en Guinée depuis toujours. Dans l'optique d'accroître son champ d'action, le groupe Sonoko a racheté les actions du groupe Nestlé afin de pouvoir commercialiser puis produire ses produits en Guinée. Durant 3 ans, les négociations étaient en cours entre les deux groupes. Enfin, la conclusion est réjouissante pour Sonoko. À un moment donné, beaucoup de nos collègues ont voulu convaincre le PDG, vu qu'on avait déjà racheté les installations au niveau de Gombaya, de voir est-ce qu'on ne peut pas aller avec une autre marque. Mais vous savez, notre PDG, il a une philosophie. La philosophie du PDG, c'est quoi? C'est toujours, il est orienté qualité. Orienté vers le numéro 1 mondial dans tous les secteurs. Il nous a dit, il nous a instruit, certes, ça va prendre du temps, mais il faut faire le maximum pour qu'on puisse finaliser avec Nestlé. Et là, on a eu des accords avec eux de commercialiser le produit Nestlé en Guinée et en même temps produire ces produits au niveau du pays. Le ministre du Commerce, dans son allocution, dit être lié par le destin avec le groupe Sonoko de 2009 à nos jours. Selon Boubacar Bari, les produits de la filiale Agro-Industrie Guinée ne font aucun doute quant à leur qualité sur le marché. Il promet de poursuivre les réformes entamées dans le secteur du commerce en Guinée. Vous allez mettre sur le marché des produits de qualité qui répondent à toutes les normes homologuées dans l'environnement du commerce mondial. Cela est un mérite pour vous-même et votre entreprise, mais un mérite parce que vous voulez apporter des solutions aux innombrables problèmes que nous avons dans la certification qualité des produits qu'il y a sur le marché. Tout à l'heure, le directeur de Afriguinée disait qu'il y avait 60 marques de bouillon sur le marché. Nous sommes à moins de 20 aujourd'hui, mais nous allons continuer à assainir. C'est pourquoi il y a un programme de réforme très important qui sont en cours au niveau du ministère du Commerce. Une quinzaine de véhicules a été mis à la disposition de la filiale pour faciliter la distribution des produits aux clients sur toute l'étendue du territoire national. Les meilleurs travailleurs de la filiale au compte de 2018 ont été encouragés par des satisfecits. Le personnel s'engage à relever les défis qui les attendent. Les infos hors de nos frontières en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, au pouvoir depuis 2018, est enfin réélu président de la République sud-africaine par les députés. Ceci après la victoire de son parti, le Congrès national africain, aux législatives du 8 mai dernier. The Honorable Cyril Matamela Ramaphosa, duly elected President of the Republic of South Africa. Chabangu, Makosini Mishak, Cheti Mergen, Chikunga Lydia Sindiswa, Aries Letitia Helois, August Sean. Les marais d'Irak, asséchés par Saddam Hussein, se sont depuis refait une santé et attirent de nouveau des visiteurs friands de balades en barque et en pleine nature, misant sur l'écotourisme pour redevenir le jardin d'Éden de Mésopotamie. Un jardin d'Éden entre Euphrate et Tigre. Les marais de Mésopotamie revivent en Irak grâce à l'écotourisme. هالايام الحلوات تجينا بهن سواح هواي لانه تعرف ايام الربيع لا حروره ولا بروده الجو حلو الماء هالايام عندنا بارتفاع الماء يجانا من جهه دجله. Asséchés par Saddam Hussein, les marais ont été classés au patrimoine en 2016.
الأهوار العراقية هي نافذة لاقتصاديات مستديمة مهمة، هي أكثر من النفط استدامة إن أحسننا الصنع، لكن الذي أريد أقوله إذا كان للسياحة وجه إيجابي فللسياحة أيضا وجه سلبي. Les touristes sont de retour, les artistes aussi. يعني يستهوى أي رسام عندما يصل لهذا المكان يعني يتمنى أنه يرسم يبدأ، يعني مو بس رسام، يعني أي فنان يجي لهذا المكان، يعني مكان كله جميل، أجواء راقية، يعني الهواء نقي. Les traitements de Vincent Lambert ont repris suite à la décision surprise de la Cour d'appel de Paris, une décision inhumaine pour son neveu François. Selon un ancien camarade de promotion, Vincent Lambert avait exprimé le souhait de ne pas continuer à vivre dans une telle situation. Suivez. C'est la première fois vraiment que je me mettais à y croire et ça a été extrêmement violent d'entendre ça, cette décision qui est totalement inhumaine concernant Vincent. Oui, ça prend absolument pas en compte le cas de Vincent, ça prend absolument rien en compte en fait, ça prend juste en compte la volonté de certains juges de dire il faut le maintenir en vie, point, voilà. Puis quand on voit en plus la réaction des parents de Vincent qui sont une espèce de liesse comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde, là c'est la remontada, tout ça, c'est insupportable, enfin, c'est vraiment, ça montre à quel point pour eux c'est de l'ordre du combat, on va gagner contre les autres, enfin un truc complètement puéril où finalement ils se posent aucune question. Je suis abasourdi, j'ai la rage, j'ai la haine, je ne comprends plus. J'ai envie surtout de rétablir la vérité, parce que la vérité est bafouée. On a soigné en tant qu'étudiant des gens qui étaient dans le cas de Vincent Lambert, dans des cas similaires. Et donc Vincent Lambert, voilà, il a pris la parole aussi à un moment, et on se souvient tous très bien qu'il a exprimé son souhait de ne pas continuer à vivre si un jour il devait se retrouver dans un état de dépendance similaire à celui qu'il est actuellement. C'est donc fini pour cette édition. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique mais aussi à la rédaction. Portez-vous bien et très bonne suite de programmes sur Espace TD.